Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir invité et puis de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Et puis bravo pour l'organisation du colloque qui est parfaite jusqu'à présent. Peut-être vous vous demandez pourquoi presque parfait. Si, c'est beau. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai proposé de parler de recherche participative sur un colloque qui parle des questions des marges en éducation. Puis en fait, ça s'articule avec pas mal de choses qui ont été dites hier. C'est-à-dire que on constate qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent dans les marges. Et on constate aussi que souvent, quand on est dans les marges, on peut se sentir un peu seul, parce qu'on a l'impression de travailler tout seul dans son coin, que l'on soit un chercheur ou une chercheuse aux marges, un enseignant ou une enseignante aux marges. Et ce que je souhaitais vous présenter, en fait, c'est une approche de la recherche avec différentes personnes, de manière à rapprocher différentes solitudes dans les recherches aux marges. Et donc, je vais vous parler de recherche participative. Je sais que recherche participative, ça a un sens spécifique en France. Moi, c'est pas celui-là que je vais avoir. Là, c'est le sens. Je suis au Québec, moi, donc ça va être le sens qu'on a au Québec dans les recherches en éducation. Je vais vous faire des petites traductions des fois pour vous dire à quel mot ça correspondrait en France à peu près d'après ce que j'en comprends. Mais l'idée, ça va être en fait de vous présenter d'un point de vue un peu théorique ce qu'on entend par recherche participative et quelles sont les différentes formes de recherche qu'on associe à ça. Alors de manière un peu théorique mais pratique aussi, c'est-à-dire que je vais insister sur comment ça se réalise, comment ça se monte et puis quel genre de résultats ça peut donner. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter quelques projets de recherche participative qui ont permis, en partant sur des choses qui se sont faites à toute petite échelle, de s'élargir, et puis de rapprocher des gens qui se sentaient seuls et qui étaient positionnés aux marges au départ. Donc j'ai sélectionné des recherches qui sont vraiment comme ça, sachant que mon objectif, c'est de vous donner envie de faire de la recherche participative. Donc si vous faites des grimaces, je vais ajuster mon discours, parce que ça, à la fin, je voudrais que vous disiez « moi j'ai envie de faire des choses comme ça ». Alors, au Québec, en fait, il y a une tradition de recherche participative en éducation qui s'est beaucoup développée dans les années 2000, sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelait Martha Anadon, qui est retraité à présent, mais qui a beaucoup œuvré pour... en fait, dans l'histoire de l'éducation au Québec, il y a eu une forte prégnance des approches expérimentales dans les milieux scolaires, avec des expérimentations pédagogiques, et puis les chercheurs... les gens au Québec parlent de chercheurs hélicoptères. C'est un chercheur qui se fait parachuter dans une école, qui fait sa manip, et puis qui s'en va juste après. Et les milieux scolaires n'étaient pas trop satisfaits de ça, et certains chercheurs n'étaient pas satisfaits non plus. Dont Martha là, et donc ces chercheurs ont essayé de réfléchir à des moyens de faire de la recherche autrement pour que il y ait pas ce positionnement un peu en surplomb des chercheurs un peu extérieurs, et puis surtout pour réussir à faire en sorte que les résultats de recherche aient des retombées pratiques et outillent les enseignants pour pouvoir faire leur travail. Au tout départ, quand les approches de recherche participative se sont formalisées, il y avait 3 grandes approches qui ont été formalisées, donc les recherches actions, les recherches collaboratives et les recherches développement. Je vais vous expliquer ce que c'est, les petites nuances qu'il y a, et puis je vais vous donner des choses peut-être qui vont vous paraître détaillées, mais en lisant des projets, en lisant certains articles, en voyant des étudiants arriver qui me disent bon, je vais faire des recherches actions, des fois on voit qu'il y a quand même, les termes sont un peu galvaudés, et puis on perd un petit peu de vue comment ça a été créé, pourquoi, et on se retrouve avec des espèces de paradoxes épistémologiques, avec des gens qui font des choses qui a priori sont incompatibles avec l'approche. Donc là je vais vous présenter un petit peu comment ça s'est développé, et puis les textes qui existent sur les formalisations de tout ça. Et puis en fait, comme ça fait 25 ans que ça dure cette histoire de recherche participative, aujourd'hui, l'approche est beaucoup plus large que ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire qu'il y a toujours des recherches-actions qui se réalisent régulièrement. On a aussi les recherches interventions qui se sont greffées là-dessus. Alors souvent on se dit recherche intervention, recherche action, c'est un peu la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je vais essayer de vous expliquer les petites nuances qu'il y a entre les deux. Recherche collaborative, il y a toujours. On a les recherches développement qui sont beaucoup mises en avant, et puis les recherches orientées par la conception qui sont une approche particulière de recherche développement. Et donc dans un premier temps de la conférence, là je vais vous présenter ces différentes approches, vous dire un petit peu comment ça se passe, d'où ça vient, puis vous donner quelques exemples de projets qui se réalisent comme ça pour voir concrètement comment ça peut se passer. Et
Pour mettre bien la table par rapport à ça, par contre, j'ai 2 points de vigilance sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier point de vigilance, c'est que quand on fait une approche méthodologique comme ça, on peut donner l'impression que les choses sont hyper cloisonnées et puis hyper différentes. Alors dans la vraie vie, c'est pas si hyper différent que ça, puis il y a un petit peu de perméabilité entre tout. Néanmoins, il y a quand même des différences de philosophie, d'épistémologie dans les différentes approches que je voudrais souligner. Puis ce qui fait que je vous parle de toutes ces approches-là ce matin, c'est qu'elles partagent quand même quelque chose d'important, et puis c'est l'idée de la recherche participative en fait, c'est-à-dire que selon les recherches participatives, quand on fait de la recherche en éducation, on va avoir une portée plus importante à la fois en termes de génération de connaissances et puis en termes d'apport pour les milieux, quand on travaille ensemble, chercheurs et milieux, plutôt que dans une position qui serait très asymétrique avec l'un ou l'autre qui serait en surplomb. Puis l'un et l'autre pouvant être en surplomb, ça peut être le chercheur qui est en surplomb parce qu'il a une commande à passer dans le milieu et puis qu'il le fait. Ça peut aussi être le milieu qui est en surplomb en demandant moi je voudrais que vous évaluiez telle chose ou telle chose. Et puis donc là l'idée ça va être de voir un peu différentes approches où on horizontalise un petit peu tout ça et puis on essaie de tirer parti des grandes compétences qu'il y a de part et d'autre dans les milieux scolaires et dans les milieux de recherche pour faire des recherches qui vont un petit peu plus loin. Donc c'est ça qui unit toutes les approches dont je vais parler. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouais. Alors, la recherche-action. La recherche-action, c'est ce qu'on voit le plus souvent et puis qui est sans doute le plus connu. Évidemment, je vais pas vous faire 45 minutes de présentation en essayant de faire une revue de littérature exhaustive sur chaque approche. Ce que j'ai fait, c'est que pour chaque approche, j'ai pris une référence qui est souvent, voire tout le temps citée quand on a des recherches de ce type-là dans le contexte québécois, puis vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les recherches-actions. L'approche un peu naïve de la chose, c'est que quand on se met en action dans une recherche, on fait une recherche-action. Alors évidemment, c'est pas juste ça, parce que dans toutes les recherches, on est un petit peu actif quelque part, en principe. Donc c'est plus précis que ça. En fait, les recherches-actions, c'est une approche qui date d'il y a longtemps. Hein. Ça a été développé dans les années 1950. Kurt Lewin dans le champ de la psychologie. Hein. Je pense que tout le monde a un petit peu entendu parler de ça. Et en fait, dans les recherches-actions, les spécificités que ça a, c'est qu'on implique des acteurs, alors des acteurs scolaires dans le cadre des recherches en éducation, pour définir des problèmes et puis identifier des solutions. C'est ça qu'on travaille, des chercheurs et puis des professionnels pour identifier des problèmes. Et puis ce qui spécifie vraiment cette approche-là, c'est qu'on part d'une situation qui mériterait des changements dans le milieu scolaire, donc où on s'entend, chercheurs et puis acteurs des milieux scolaires, et on cherche des solutions à mettre en œuvre en termes de comportement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer un petit peu ce qui se passe? Puis dans cette approche-là, on met en place des itérations en fait qui permettent de réfléchir aux actions qu'on va développer. Je vais vous donner un exemple un petit peu pour illustrer. Je vais vous donner des exemples qui sont un peu dans mon parmi mes proches, on va dire. C'est parce que c'est des recherches que je connais bien. Je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai la chance de diriger depuis quelques années une unité de recherche qui fait de la recherche participative. Donc, comme je la dirige, il faut que j'aille chercher des sous, donc il faut que je sois capable d'expliquer un peu ce qu'on fait, ce qui fait que je repère un peu ce que font les personnes. Un exemple de recherche-action qu'on a eu très récemment, c'est, vous savez, au Québec, entre l'université et l'école secondaire, il y a un niveau qui est un peu spécifique, qui n'existe pas tellement en Europe, qui s'appelle les cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel. C'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec. Et il y a quelques années, il y a un cégep de notre région qui a contacté une chercheuse qui s'appelle Carole Côté en lui disant on a l'impression qu'on a un problème dans le suivi qu'on fait de nos étudiants qui sont qui relèvent de l'EDI en fait, hein, donc des étudiants qui sont en situation de handicap, qui relèvent de la diversité, parce que on a plein de services à leur offrir au niveau pédagogique, au niveau social, au niveau financier, mais les gens qui travaillent dans ces différents secteurs, ils se parlent pas. Et nous, on voudrait qu'ils se parlent. Puis donc la recherche qu'elle a développée, elle s'est assise avec l'ensemble des acteurs pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'il faudrait, quelles conditions on doit réunir pour pouvoir faire un accueil de ces étudiants qui soient intégrés, puis pour que nous,
on se parle plutôt que de se renvoyer la balle et puis de les envoyer. Puis donc ils ont travaillé pendant 3 ans ensemble là-dessus, et il y a une publication qui va bientôt sortir dans la revue hybride de l'éducation qui présente le détail de ça. Et ils ont développé, en fait, les gens, quand ils sont assis autour de la table, ils ont dit, pour qu'on se parle, faudrait qu'on soit proche. L'établissement a fait des travaux pour créer un centre d'accueil des étudiants, et puis où tout le monde a son bureau l'un en face de l'autre. Il nous faudrait des temps pour pouvoir travailler ensemble. Donc ils ont travailler à comment élaborer un planning commun pour pouvoir se retrouver. Il faudrait qu'on ait des temps de service en commun pour pouvoir réfléchir à tel suivi. Il faut qu'on ait une personne pour accueillir. Donc ils ont défini comme ça des conditions de possibilité collectivement pour pouvoir établir l'accueil. Ils les ont mises en place et puis là ils sont dans une phase où ils évaluent tout ça. Puis donc ça passe par des cycles comme ce qui est présenté là. Donc ça c'est la recherche-action. Vraiment on est on a un milieu scolaire et des chercheurs qui s'entendaient sur l'intérêt de réfléchir à un changement de comportement des personnes qui accueillent les étudiants qui ont des besoins particuliers pour pouvoir avoir une approche plus intégrée. C'est important d'avoir ça en tête parce que, si vous voulez, si on part du principe que la recherche-action, l'objectif c'est de changer des comportements, ce qui va faire les critères de scientificité et de validité d'une recherche-action, c'est est-ce que ça a changé les comportements et puis est-ce qu'on l'a documenté. Donc ça, c'est ça qu'il faut avoir un peu en tête quand on monte son dispositif méthodologique et puis qu'on essaie de le mettre en place. Donc ça, c'est les recherches-actions. C'est assez classique et puis assez fréquent, les recherches-actions, mais je voulais vous en parler. Au Québec, on utilise aussi des recherches-interventions. Alors, en fait, là, je vais le faire assez court. Je sais qu'en France, on réfère beaucoup aux travaux de Marcel, par exemple, quand on parle de recherche-intervention. Alors, au Québec, en fait, ça s'est développé parallèlement à ce qui se fait du côté de Toulouse, là. Et puis, l'idée, c'est que, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui faisaient de la recherche-action, qui à un moment ont fait le constat que des fois, on faisait un petit peu de la recherche-action, mais pas nécessairement pour changer des comportements. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont parlé de recherche-intervention, en fait, pour dire que finalement, on peut peut-être voir un petit peu plus large. Et puis quand on voit un petit peu plus large, parfois, notre objectif, ça peut être de changer une représentation, ça peut être de changer... je sais pas, par exemple, dans le secteur des technologies éducatives, il y a beaucoup de recherches qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la posture des personnes vis-à-vis des technologies en classe évolue. Là, on n'est pas sur une action, on va pas forcément chercher d'emblée à changer un comportement, et c'est plutôt les dispositifs de recherche-intervention qui vont se porter. En termes de processus, c'est la même chose qu'une recherche-action quand on regarde les formalisations. Donc, on a un processus itératif qui se met en place avec des chercheurs, des praticiens qui réfléchissent ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme approche d'une situation pour changer la manière dont on l'appréhende. Alors notez bien que la recherche dont je vous ai parlé juste avant, ils auraient très bien pu partir sur une recherche-intervention pour se dire qu'est-ce qu'on se donne comme outil pour changer la manière un petit peu en silo dont on se représente le suivi des étudiants. Ils n'ont pas choisi de faire ça, mais ça aurait été une possibilité. Et donc en recherche-intervention, c'est ça. Il y a l'idée qu'on veut changer quelque chose, mais c'est pas nécessairement un comportement. Un jour, si vous voulez faire des recherches de ce type-là et puis que vous savez pas trop si c'est un comportement ou pas au départ, vous pouvez dire que vous faites une recherche-intervention et puis ça collera avec ce type d'approche. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Troisième type d'approche, c'est ce qu'on appelle les recherches collaboratives. Alors, là, je vais vous faire un petit peu de traduction pour repérer par rapport au cadre français. Souvent, quand on parle de recherche participative en France, on pense aux recherches citoyennes un peu pluridisciplinaires où on fait recueillir des données à des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré ça, vraiment ce qu'on appelle les sciences citoyennes. Et donc en éducation, on parle assez peu de recherche participative, mais le mot valise qui est utilisé en France pour parler des recherches où on essaie de se mettre à égalité tout le monde et puis tirer parti des compétences de chacun, c'est recherche collaborative. Alors, ça crée des fois des petits décalages d'interprétation quand on échange entre Québécois et Français, parce que pour nous, recherche collaborative, c'est vraiment un dispositif spécifique que je vais vous raconter maintenant, mais qui se retrouve là-dedans. Donc, les recherches collaboratives à la québécoise, je vais dire ça comme ça, c'est souvent associé aux travaux de Serge Desgagnés. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces travaux. L'idée, c'est que en fait, dans une recherche collaborative,
on va créer un collectif qui implique des chercheurs et puis des personnes qui viennent des milieux scolaires. Et on va se poser des questions qui sont des questions de nature à éveiller l'intérêt à la fois des personnes des milieux scolaires et des chercheurs. Et on va réfléchir ensemble à ces questions pour faire avancer les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. Et puis Desgagnés, dans l'article de 97 dont j'ai mis un petit extrait là, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand on travaille dans une approche de recherche collaborative comme ça, on va avoir comme trois choses à gérer en simultané. Alors, je les ai mis en cycle là, mais parce que c'était présenté comme ça dans l'article de mon collègue Souleymane Bari. Mais en fait, c'est assez simultané tout ça. C'est-à-dire que sans arrêt, quand on est dans un groupe collaboratif avec des personnes des milieux de pratique et puis des chercheurs, on va réfléchir ensemble à quels objectifs on se donne, quel est le problème qu'on se pose collectivement. Et puis donc, ça s'appelle ça la co-situation. C'est hyper déstabilisant quand on fait de la recherche collaborative parce que la co-situation, donc définir notre problème de recherche et puis les objectifs, ça peut durer 3 ans et puis on peut travailler pendant 2 ans sur quelque chose et puis voir que finalement ça répond plus tout à fait à ce qu'on voulait faire et réajuster. Donc cette co-situation-là, qu'on pourrait penser comme quelque chose qui se fait au départ en recherche collaborative, c'est quelque chose qui se négocie en continu. Et c'est inévitable. Si on veut faire de la recherche collaborative en adhérant à ce modèle-là, il faut être prêt à faire ça, parce que ce qui est quand même, pour côté chercheur et côté enseignant, demande des efforts et une certaine discipline. Ensuite, dans les recherches collaboratives, on coopère, c'est-à-dire que toutes les actions qui sont prévues pour la recherche sont sous la responsabilité de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense les interventions en classe, on réfléchit ensemble aux interventions en classe. Quand on pense à quelles données on va recueillir, on réfléchit ensemble à quelles données on va recueillir et on décide ensemble quelles données on recueille. On réfléchit ensemble à comment on les analyse, on réfléchit ensemble à comment on les interprète et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on écrit ensemble pour pouvoir diffuser. Et ça, c'est la coproduction. Okay. Puis donc, ce processus-là se fait en continu. Au départ, c'est surtout des travaux en didactique qui se sont développés comme ça. Je sais pas si souvent on associe la recherche collaborative à Serge Desgagnés, mais la petite histoire qu'il y a derrière, en fait, c'est que Serge Desgagnés, il a fait sa thèse avec Nadine Bednarz, qui est une didacticienne des mathématiques, et ce qu'il a formalisé, Serge, c'est la manière de faire de l'équipe de Nadine dans les années 1980-90. Donc en fait, le modèle qui est là, c'est pas une vue de l'esprit qui a été inventée comme quelque chose qu'il faudrait faire parce que ce serait bien, c'est plus la résultante de 20 ans de recherche qui ont été pratiqués avec des gens qui ont été impliqués pendant cette durée-là. Donc ça, c'est les recherches collaboratives en éducation. On en a beaucoup en didactique. Tout à l'heure, moi, je vais vous en présenter une qui est plutôt dans le champ du développement, où on travaille comme ça, et puis qui est plutôt une recherche où il y a une forte valeur quantitative dedans. Il y a une approche un peu quali et puis majoritairement quanti, mais qui repose sur ces principes-là. Donc, c'est pour montrer que ça évolue un petit peu. Donc, ça, c'est la recherche collaborative. Alors, rassurez-vous, il n'y en a pas 15, hein, j'en ai plus que 2 à vous présenter là. Une autre manière de faire de la recherche participative au Québec, c'est ce qu'on appelle les recherches développement. Donc dans les recherches développement, ce qu'on va faire en fait, c'est que l'objectif premier du collectif, ça va être de développer un outil pédagogique. D'accord ? Donc quand on est dans une perspective où ce qu'on veut faire ensemble, c'est développer quelque chose, on va faire une recherche-développement. Alors, petite parenthèse que je peux vous faire, c'est qu'il y a des recherches-développement qui ne sont pas participatives, où c'est un chercheur qui développe ces choses tout seul, mais il y a des recherches-développement qui sont participatives. Ça a été formalisé, cette approche-là, par Sylvie Harvey et Jean Loisel. Et puis, je vous ai mis un schéma là qui explique un petit peu les différentes étapes. Il y a des étapes qui sont très classiques là-dedans, mais je vais vous donner les éléments qui sont vraiment spécifiques et puis qui pourraient vous intéresser par rapport aux perspectives de recherche participative. C'est beaucoup au niveau des mises à l'essai en fait que dans les recherches développement on va avoir du spécifique. Donc l'idée c'est on va développer un dispositif pédagogique qu'on va mettre à l'essai quelque part, d'accord ? Et puis dans la recherche participative en développement, ce dispositif on va le développer avec des acteurs de terrain.
Je vous donne deux exemples pour que vous mettiez un petit peu quelque chose de concret là-dessus. Il y a pas longtemps, j'ai évalué la thèse de quelqu'un qui s'appelle Marjorie Cuerrier, qui a fait son travail sur développer un dispositif pour apprendre l'écriture cursive et l'orthographe en début de primaire, sous la direction d'Isabelle Montesino-Gelet. Et puis en fait, elle a développé vraiment un logiciel qui sert à travailler la calligraphie en écriture cursive. Alors ce qui est intéressant, c'est dans les mises à l'essai, en fait, ils ont formalisé des niveaux de mise à l'essai qui sont assez originaux. C'est-à-dire que ils ont une espèce de gradation des mises à l'essai auprès des élèves, avec d'abord une mise à l'essai fonctionnelle. Donc dans les mises à l'essai fonctionnelles, on développe notre dispositif et puis on le présente à des experts et à des potentiels utilisateurs pour qu'ils le critiquent. Donc c'est pas une vraie mise à l'essai en fait. On fait vraiment une analyser. Donc l'étudiante dont je vous parle, elle est allée voir des experts en apprentissage de l'écriture pour leur demander leur avis sur le dispositif. Elle est allée voir des enseignants de début de primaire puis ils ont fait des critiques. Les critiques ont été intégrées pour modifier le dispositif. Et il y a eu une deuxième mise à l'essai. Alors ils appellent ça des mises à l'essai empiriques. Une mise à l'essai empirique, en fait, c'est une mise à l'essai à petite échelle. C'est-à-dire qu'on met en place le dispositif avec quelques élèves. Souvent, c'est quelqu'un de l'équipe de recherche qui va mettre en place le dispositif pour voir s'il tient un petit peu la route. Puis on va avoir une vingtaine d'élèves qui vont essayer. Puis cette mise à l'essai-là, elle permet de voir des forces et des faiblesses. Et le dispositif est encore modifié. Et la dernière modification, là, quand on est assez sûr de soi, on propose un déploiement à plus grande échelle. Voilà. Donc ça, c'est les recherches-développement. Et puis donc la recherche-développement devient participative à partir du moment où on implique des professionnels à chaque étape de ce dispositif-là. Pour vous donner un exemple de recherche-développement participative, là, j'ai une étudiante qui commence une thèse qui s'appelle Luciola Fernandez dos Santos, qui est une musicienne. Et puis en fait, elle voudrait travailler avec des enseignants pour réfléchir à comment à l'école maternelle on pourrait mobiliser la musique pour soutenir le développement global des enfants. Qu'est-ce qu'on peut provoquer comme activité musicale? Donc ça, c'est les recherches-développement. Puis une forme particulière pour faire de la recherche-développement qui a été présentée en détail par Alain Stockless et puis Sophie Brière hier d'une manière très pertinente, c'est ce qu'on appelle les recherches orientées par la conception. En France, les modèles de recherche orientés par la conception étaient un petit peu popularisés par Eric Sanchez, qui a écrit sur cette question-là avec Madame Mona-Ansaldi. L'idée des recherches orientées par la conception, en fait, c'est que on va créer un dispositif plutôt technique en général, et puis que ce dispositif, on va le mettre à l'essai de manière itérative pour pouvoir le bonifier. Donc, on est un peu dans une forme de recherche-développement où on crée des prototypes successifs. Et puis l'intérêt de cette approche-là, on en parlait dans la présentation d'Alain et Sophie hier, c'est que à chaque itération et à chaque prototype, on va mettre en relation les avancées du prototype avec le cadrage théorique du dispositif pour faire avancer les éléments conceptuels et théoriques. Donc c'est assez intéressant de faire tourner ça. Puis pour vous donner un exemple concret de recherche qui utilise ce type de dispositif, allez voir la présentation d'Alain et puis Sophie qui va être faite aujourd'hui. Puis j'ai une étudiante en thèse qui s'appelle Audrey Pépin, qui elle souhaitait travailler dans sa thèse sur comment est-ce qu'on peut apprendre à des étudiants à prendre des notes correctement quand ils arrivent à l'université. Puis donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de travailler avec des enseignants qui interviennent au début de l'université dans différentes disciplines pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on prend en charge cet enseignement-là, qui, entre parenthèses, on attend de tous les étudiants qui prennent très bien des notes, mais on leur apprend jamais à le faire. Donc là, ça permet de voir un petit peu comment procéder à ça. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée du type de recherche qui est utilisé au Québec quand on souhaite travailler de manière proximale avec les milieux. Puis donc, c'était la première partie de mon propos. La deuxième, qui va être un petit peu plus courte, mais c'est de donner des illustrations du fait que, en travaillant comme ça, on dispose d'outils qui vont permettre à la fois de diffuser des réflexions collectives, de trouver les milieux, et puis de se développer professionnellement. Et puis de se développer professionnellement, pas juste les participants dans les recherches, les chercheurs aussi. Okay, donc je vais essayer de vous montrer ça avec deux exemples concrets. Le premier exemple que je vais prendre, c'est pour moi le projet le plus magistral que j'ai pu lire et voir, qui est un projet qui s'appelle École éloignée en réseau.
Donc École éloignée en réseau, c'est un projet qui a été mené par Thérèse Laferrière. Ça a commencé il y a 20 ans. Alors, vous allez me dire, pourquoi je vous parle d'un truc vieux comme ça? Parce qu'en fait, il y a des fruits qui se récoltent aujourd'hui de ce projet-là, et puis c'est à ces fruits que je voudrais arriver. Mais je voulais vous présenter un petit peu comment ça s'est mis en place. Donc, on est au début des années 2000, et puis au Québec, le gouvernement investit pour faire en sorte que les écoles aient accès à des réseaux à large bande, on appelait ça à l'époque, donc c'est de l'internet rapide, quoi, pour le dire assez simplement. Et quand c'est arrivé dans les écoles, surtout dans les écoles rurales, la question s'est posée dans les écoles de est-ce qu'on peut faire quelque chose de ça au niveau pédagogique, ou est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc Thérèse Laferrière, ce qu'elle a mis en place là, c'est un projet. Alors on pourrait se dire, on va faire une recherche où on est des chercheurs en techno par exemple, et puis on va aller expliquer aux enseignants tous les beaux logiciels qu'on peut utiliser, puis tout ce qu'on pourrait faire. Thérèse Laferrière, elle a pas eu cette approche-là. L'approche qu'elle a eue, c'est d'aller voir avec des petits milieux scolaires. C'est qu'est-ce qui vous préoccupe vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous inquiète? Et puis dans les écoles, au début des années 2000, il y avait comme une problématique démographique, surtout dans les petites écoles rurales au Québec, une baisse de démographie. Donc on se retrouvait avec certains villages où il y avait des écoles avec 1 ou 2 enseignants, et puis avec une 10, 15, 20 élèves, et puis tous dans des niveaux différents. Et les enseignants étaient un petit peu inquiets de ça, parce que d'une part, en tant qu'enseignants, ils pouvaient pas échanger tellement avec d'autres enseignants vu qu'ils étaient tout seuls dans l'école. Puis d'autre part, ils voyaient que leurs élèves manquaient certaines opportunités d'échange avec des enfants de même âge. Et c'est ça qui les tracassait beaucoup. Donc le projet École éloignée en réseau, au départ, il s'est basé sur ces inquiétudes-là, en se disant est-ce qu'on pourrait pas tirer parti du réseau large bande là pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Et ils sont partis sur l'idée peut-être que ça pourrait permettre d'ouvrir des collaborations avec d'autres classes ou avec d'autres enseignants. Donc ils ont fait une première phase comme ça où ils ont cherché toutes les préoccupations des enseignants de 3 écoles. Donc on est 2003, 3 écoles. Donc une recherche à petite échelle. J'ai mis là le détail des préoccupations qui ont été marquées. Je vais pas vous le lire et puis je vais pas rentrer dans le détail, mais ça tourne autour des idées que je vous ai présentées là. Et puis vous aurez un petit code si vous voulez récupérer le diaporama à la fin pour regarder tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont documenté pendant 1 an de travail qu'ils ont fait autour de toutes ces préoccupations qui tournaient autour des solitudes, parce qu'on est dans des écoles aux marges, dans des territoires éloignés, où il n'y a pas beaucoup d'enfants, et puis des enseignants qui se retrouvent seuls là-dedans. Ils ont réfléchi à ça, comment est-ce qu'on pourrait utiliser notre dispositif pour pouvoir sortir de ça. Puis ils ont mis en place, ils ont cherché à partir de ça quel genre de logiciel on pourrait utiliser. Là, je vous ai mis des extraits du rapport de recherche. Ils ont documenté en fait ce qui s'est passé à l'intérieur du projet. Puis en 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu beaucoup de rencontres pour définir les rôles de chacun. Qu'est-ce que vont faire les chercheurs dans le dispositif? Les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les familles, est-ce qu'on les fait intervenir? Ils ont aussi commencé à mettre en place une veille, ils ont appelé ça, j'ai trouvé ça mignon, une veille techno-émotionnelle. Donc les enseignants se lançaient pour utiliser des outils qu'ils connaissaient pas, et puis des fois ça marchait pas, on connaît tous ça, je pense. Et donc ça créait des petits. Là, il y avait tout le temps quelqu'un de l'équipe de recherche qui était disponible sur un forum s'il y avait quelque chose qui marchait pas, pour venir soutenir, pour venir aider. Ils ont fait des mises en route technologiques, donc ils ont proposé des logiciels, montré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec, mais toujours en orientant sur comment est-ce qu'on pourrait faire collaborer des élèves, comment est-ce qu'on pourrait échanger avec d'autres enseignants. Ils ont construit des reconstitutions de problèmes techniques. T'as rencontré un problème, là, on va refaire le problème pour savoir d'où est-ce que ça vient et puis pour savoir comment le résoudre. Ils ont mis en place du mentorat. Puis du mentorat, pas juste l'équipe de recherche avec les enseignants, c'est les enseignants entre eux. Et ils ont même inventé un truc qui est fort, c'est que des fois, quand il y avait une nouvelle solution technique qui arrivait dans une classe, c'était les élèves qui étaient formés en premier et les élèves formaient l'enseignant. C'est quand même assez sympa comme approche. Ils ont documenté comment se régler les problèmes techniques. Ils ont apporté du soutien. Ils ont mis en réseau les acteurs pour qu'ils échangent sur les types de pratiques qu'ils développaient avec ces nouveaux systèmes. Ils ont commencé à recenser qui avait des compétences en quoi, qui pouvait aider qui en quoi, et puis mis ça en commun. Et ils ont mis en place des séances de team teaching délocalisées. Alors team teaching au Québec, c'est quand on enseigne à plusieurs à un groupe classe. Et là, dès la première année, l'école A s'est mis en contact avec l'école B. On réunit nos élèves de 3e cycle, par exemple, et on fait une activité ensemble qu'on co-enseigne.
Alors pas on enseigne chacun dans notre classe et puis on est connecté, c'est vraiment qu'on co-enseigne en réseau. Puis donc je vous ai mis là, il y a plein d'éléments qui sont encore soulignés que je vais pas avoir le temps de présenter en détail, mais vous aurez le lien en bibliographie. Mais donc vous voyez déjà beaucoup d'actions qui se sont développées en un an. Puis rien que le nombre d'actions qui se sont développées, quand on voit le niveau d'implication qui peut être réclamé dans ce type de recherche pour les enseignants, on peut dire que sans doute ils y ont trouvé leur compte parce que sinon ils n'auraient pas fait tout ça. D'accord ? Donc 1 an, 3 écoles. L'année suivante, 13 commissions scolaires. Donc, les commissions scolaires au Québec, c'est un peu l'équivalent des IA. Donc, c'est comme si à l'année 2, sur la base de ce qui s'est passé dans ces 3 écoles, il y avait 13 départements qui se disaient « Ah bah oui, bah nous, on veut faire ça aussi ». Donc, ils ont mis ça en place sur 13 commissions scolaires. En ayant un peu stabilisé une solution logicielle, en fait, les enseignants, ce qu'ils ont repéré à ce moment-là, c'était un gros intérêt pour un dispositif de visioconférence qui permettait de faire le team teaching dont je parlais juste avant. Et donc, ils ont vraiment stabilisé cet aspect-là. Et puis, pour des aspects plus didactiques, ils ont développé un système que peut-être vous connaissez qui s'appelle les forums de coélaboration de connaissances, donc les knowledge forums. Là, j'en ai mis un en image pour voir, qui sont qui est une plateforme en fait qui fonctionne en arborescence pour échanger des idées de conceptualisation sur des objets. Donc, en gros, c'est quand les enfants construisent des concepts, ils peuvent mettre leurs idées conceptuelles sous forme de cartes conceptuelles là-dedans. Et puis, le Knowledge Forum fonctionne en ligne et il embarque des outils d'analyse des réseaux conceptuels, en fait. Donc, c'est super intéressant pour regarder comment les élèves progressent. Donc, dans cette mise en place là, à plus large échelle, où c'est des commissions scolaires qu'on dit, nous, on veut embarquer dans un projet comme ça, ils ont stabilisé ce système-là. Et puis là, ils ont commencé à étudier, qu'est-ce que ça génère, ça? Qu'est-ce que ça va faire aux acteurs? Et puis je vous ai mis quelques références là que vous pourrez consulter si ça vous intéresse, mais on trouve des publications qui expliquent vraiment de manière très très détaillée qu'est-ce qu'on génère en termes de développement professionnel chez les enseignants. Et puis ce qui est intéressant en fait, c'est que on est quand même dans un projet qui est plutôt en techno et éducative là, et évidemment ça développe des compétences qui sont de l'ordre de l'utilisation des technologies pour enseigner, mais ça va bien au-delà de ça. Et les enseignants, ce qu'ils remarquent, c'est que ça leur a surtout appris à collaborer. Et donc ça c'est assez intéressant quand on sait l'importance que ça peut avoir, surtout quand on travaille dans des milieux aux marges qui sont pas comme tout le monde, qui sont pas comme le fait de pouvoir collaborer avec des gens qui ont des préoccupations communes avec les nôtres, c'est quand même quelque chose d'important. Et je vous ai mis une publi aussi qui va paraître bientôt, je pense, qui porte sur mais les chercheurs qui sont impliqués là-dedans, qu'est-ce qu'ils apprennent? Et Stéphane Allaire, là, mon collègue là-dedans, qui a travaillé une quinzaine d'années à l'intérieur de ce projet-là, d'abord comme doctorant et puis ensuite comme chercheur, il met en relation les compétences qu'on peut attendre d'un chercheur et ce que lui a pu développer à l'intérieur de ce projet-là. Donc pour travailler dans une équipe où les gens font beaucoup ce type d'approche, beaucoup des personnes qui s'impliquent en recherche participative soulignent ce que ça apporte en tant que chercheur de mettre en place ça. Il y a aussi des retombées sur les élèves, des retombées qui sont à l'envers de ce qu'on observe habituellement. C'est-à-dire que là, les élèves assez rapidement sur le volet techno, ils ont été un peu agacés par la techno. Donc, en termes de motivation, c'était pas terrible. Par contre, ils ont développé des habiletés qui sont assez intéressantes. Puis donc, je vous ai mis un lien là vers le rapport de recherche pour pouvoir aller voir ça. Donc là, on est 1 an après et on est 13 commissions scolaires, donc 13 départements qui sont impliqués. Il y a eu quelques étapes, mais je vais vous faire un petit saut quantique là, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, école éloignée en réseau, ça n'existe plus. Par contre, il y a une structure qui est l'enfant d'école éloignée en réseau qui existe, qui s'appelle École en réseau. Il y a plus de chercheurs dedans, parce que c'est les gens qui étaient dans les milieux qui se sont dit il faut qu'on continue à travailler là-dessus, et c'est le ministère qui a dit il faut continuer à garder cette pépite-là, il se passe des choses. Donc aujourd'hui, on a un site là que j'ai mis en lien qui s'appelle École en réseau. École en réseau, vous allez voir n'importe quel enseignant au Québec, dans n'importe quelle ville, vous parlez d'école en réseau, c'est à peu près sûr qu'il connaît. Qu'est-ce que ça fait, École en réseau? En fait, ça propose des espaces d'échange pour des enseignants qui travaillent et qui ont des préoccupations communes. Donc, par exemple, il y a des espaces d'échange sur l'enseignement en plein air, il y a des espaces d'échange sur la didactique des maths, il y a des espaces d'échange sur la didactique. Et ils font des groupes de co-développement professionnel à l'intérieur de tout ça, qui sont animés par des personnels d'école en réseau.
Donc ça, c'est une première chose qui est en lien un peu avec le volet du tout départ de comment est-ce qu'on accompagne les gens. Et les thématiques sont définies par les utilisateurs. C'est pas École en réseau qui dit on va vous proposer des formations sur ci ou ça. C'est régulièrement, ils recensent les besoins des utilisateurs, sur quoi voulez-vous travailler, et ils se mettent au service de ce sur quoi les gens veulent travailler. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc fait de la formation, formation continue, quoi, clairement. Deuxième aspect, c'est comment vous voulez collaborer avec d'autres écoles. Est-ce que vous avez envie que votre classe elle ait des projets avec ailleurs? Alors je vous donne un exemple. Moi j'avais des écoles là où ils développaient des projets en musique qui étaient intéressants. Ben, on leur a fait faire ils avaient construit des instruments et puis ils composaient de la musique avec. Et puis il se trouve que à Lyon il y a une équipe qui fait ça aussi dans un Léa de l'IFE. Et ben en fait une personne d'école en réseau, elle a mis en réseau l'école de Lyon avec l'école qui faisait ça dans ma région, et puis les élèves ils se sont présentés leurs instruments et puis ils ont fait le bœuf ensemble pour se jouer de la musique ensemble en ligne. Ouais. Et donc voilà, donc on met en place comme ça, et puis école en réseau donne accès à des infrastructures qui ne sont pas accessibles pour les enfants qui vivent dans des endroits qui sont un peu éloignés. Donc, par exemple, si on habite, je sais pas moi, à Blanc-Sablon, qui est une ville hyper loin au bout du monde au Québec, et puis qu'on voudrait aller visiter l'aquarium de Québec, qui est un bel aquarium, ben on peut peut-être passer par École en réseau, qui va monter un dispositif pour que la visite puisse se faire de manière virtuelle. Elle va faire tous les liens entre la classe et puis la structure pour voir comment monter l'activité. Puis donc, en 2020-2021, ils ont fait une enquête pour voir où ça en était et puis comment les gens voyaient ça. Alors, pour vous dire, hein, sur une invitation courriel qui a été envoyée aux gens qui avaient suivi des activités d'école en réseau en 2020, ils ont eu 6000 réponses en 3 jours. Hein. Donc pour voir un petit peu la portée que ça peut avoir pour les enseignants. Et puis les enseignants, bah, ils soulignent que pour eux, c'est à la fois un dispositif qui leur permet de co-construire avec des collègues des questions qui sont intéressantes, qui permet d'alimenter la réflexion parce que École en réseau a gardé un peu son ADN recherche. Et pour le coup, bah, ils vont chercher des chercheurs quand il y a des questions qui sont pour lesquels ils ont besoin d'alimentation en termes de qu'est-ce qui se sait actuellement pour ces questions-là, et puis comment est-ce qu'on pourrait mettre en place telle ou telle chose. Donc voilà, vous voyez, une recherche participative au départ, puis sur un modèle qui est un peu inversé, quoi. C'est pas des chercheurs qui sont venus en disant je vais vous proposer de travailler là-dessus. Des chercheurs qui disent voilà, on a des réseaux qui se mettent en place là. Nous, on aurait le goût de vous accompagner pour voir ce qu'on peut en faire. Par contre, c'est vous qui allez nous dire ce que vous voulez en faire, et puis nous, on va vous accompagner là-dedans. 20 ans plus tard, on a une structure qui est autonome, qui est financé, qui est pérenne, et puis où il y a un paquet d'enseignants qui continuent à adhérer, et puis donc ça, je vous disais que je trouvais ça particulièrement intéressant en termes de diffusion et puis de portée de la recherche pour les milieux scolaires. Alors je voulais vous donner un autre exemple qui est moins mature parce qu'il est plus récent, mais qui est un petit peu dans la même dynamique et qui cette fois-ci se passe dans ma région. C'est le projet Agir. Et donc je vais terminer sur ce projet-là en le présentant un petit peu rapidement. Puis vous allez voir que c'est un projet qui a démarré il y a peu, mais on sent déjà ce petit crescendo qui se met en place, qui est assez intéressant. Agir, c'est un projet où on est dans des écoles qui sont à la marge aussi, clairement. 5 petits villages qui sont assez loin les uns des autres, que l'hiver ils sont pas facilement accessibles parce que les routes sont gelées et tout ça. Où il y a des problèmes de vitalité dans les milieux scolaires, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élèves et puis il y a des risques de fermeture. Et en 2018, les milieux scolaires de ces petits villages qui sont dans une même sous-région chez moi ont contacté l'unité de recherche dans laquelle je travaille, et puis ils nous ont dit, écoutez, on aurait besoin d'un coup de main pour repenser notre école. On dit repenser l'école, c'est tout un programme, mais on va en discuter. Puis en fait là, ce qu'ils nous ont dit, c'est ça, on a comme l'impression qu'avec ce qu'on fait, on fait un peu comme tout le monde partout, et puis ça répond pas vraiment aux besoins de nos élèves, et en plus, on a comme l'impression Mon diaporama s'est sauvé, bon, c'est parce que j'ai mis un lien vers le site. On a comme l'impression que on tire pas parti de ce qui nous entoure. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont dit, faut qu'on se concerte entre le milieu municipal, les parents et les écoles pour réfléchir à comment est-ce qu'on va se donner les moyens de se rendre plus attractif et puis d'être plus intéressant.
Et ils ont demandé à mon unité de recherche là de les accompagner pour créer une structure qui leur permettrait de faire ça sans avoir des milliards de réunions. Et donc ma collègue Anastasie Amboulé-Abat, elle a créé une structure de concertation avec eux qui s'appelle l'Agir, qui est une structure dans laquelle des enseignants, le milieu communautaire, des partenaires privés se réunissent et puis réfléchissent dans ces petits milieux scolaires-là à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants. Donc on est en 2018 là, la structure a été créée, ils ont commencé à travailler. Puis alors, ce qui est ressorti, c'est nous, ce qu'on a dans la région et puis qu'il faut qu'on valorise, c'est que on a une nature qui est incroyable autour de nous. On a un fjord, on a des forêts qui sont incroyables, on a on a des élèves qui aiment aller dehors. Notre couleur, c'est qu'on va essayer d'aller enseigner dehors de plus en plus. Donc ils se sont mis en place de ça dans cette table de concertation là où on a les politiques, où on a les centres de services scolaires, on a les enseignants. Puis donc ils se sont mis à travailler là-dessus et ils ont commencé à développer des infrastructures en marge des écoles pour pouvoir emmener les enfants à l'extérieur. Vous vous rendez compte, au Québec, quand on est en hiver, si on veut aller dehors, il fait moins 40, il y a un petit peu besoin d'infrastructures pour aller à l'extérieur avec les élèves. Donc là, ils se sont dotés d'infrastructures et puis ils se sont mis à se former, à faire des groupes collectifs de travail pour comment est-ce qu'on peut tirer parti de ça pour que les élèves aillent dehors, mais pas juste pour aller dehors, c'est qu'ils aillent dehors pour apprendre différemment et puis pour apprendre bien et puis pour apprendre des choses en profondeur. Donc ils ont commencé à développer ça. Donc là, ils ont des belles infrastructures qui sont vraiment très très intéressantes. Donc Anastasie là, a publié récemment un article qui peut vous présenter un petit peu comment se passe la structure. Puis pour voir le crescendo, comment il se passe, c'est que donc ils ont commencé à développer des choses qui se passent en enseignement à l'extérieur. Et puis les écoles sont allées comme ça toutes seules. Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont revenues vers l'unité de recherche après, et puis elles ont dit, écoutez, là, maintenant, on a l'impression qu'on développe des pratiques intéressantes, mais on aurait besoin de vous parce qu'on n'arrive pas à les formaliser, et puis on aurait besoin de vous aussi pour comprendre assez finement qu'est-ce que ça apporte. On a des intuitions, on a l'impression que ça apporte ceci aux enseignants, cela aux élèves, que nous, ça nous fait ça, mais est-ce qu'on pourrait regarder ça ensemble? Et donc là, il y a une recherche collaborative qui s'est mise en place, sur laquelle on travaille depuis 2 ans, où on réfléchit à quel dispositif on va mettre en place pour pouvoir à la fois formaliser ce qu'ils ont développé et puis évaluer les retombées que ça peut avoir pour les uns et les autres. Donc là, j'ai mis 3 extraits des revues de littérature et puis des scoping reviews qui ont été des revues de portée qui ont été publiées à l'intérieur de ce projet-là. Et là, on vient d'obtenir un gros financement pour faire un suivi pendant 5 ans de ces milieux scolaires-là. Alors, quand on sait les difficultés qu'on peut avoir parfois à faire financer des recherches en éducation, à plus forte raison sur des approches participatives, où au départ on sait pas trop sur quoi on va travailler, parce que là on a eu un financement assez conséquent de 5 ans par un organisme de recherche qui est plutôt sélectif et sur un projet interdisciplinaire. Donc c'est super intéressant. Donc on est là aussi sur quelque chose qui commence à monter. Et puis, parallèlement, les enseignants qui sont dans ces milieux scolaires-là, ils commencent à être repérés comme référents et puis comme ayant des gens ayant des pratiques novatrices dans École en réseau au niveau du Québec pour les sorties avec les élèves et puis ce qu'on peut en faire au niveau pédagogique. Donc, une approche de recherche participative aussi là où on est sur un espèce d'effet ascendant où on constate du développement professionnel et des nouvelles opportunités. Donc, je conclurai en 2 points parce que j'ai été un petit peu plus long que ce que j'aurais dû déjà. C'est en fait là, j'espère vous avoir présenté des manières de faire de la recherche participative qui peuvent donner des idées concrètes de comment on peut procéder. Et puis ça, c'est des défis, et puis c'est plus long à faire que d'autres formes de recherche, et puis tout ça. Mais ça, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour la manière dont c'est reçu dans les milieux scolaires et dont ça peut valoriser le travail dans les milieux scolaires. Je crois que ça, c'est vraiment un point qui est important. Mais comme on a toujours des rééditions de comptes à faire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de littérature pour montrer le développement professionnel que ça provoque, et puis un petit peu de littérature aussi pour voir ce que ça provoque chez les élèves. Et puis en général, ça provoque des choses qui sont très positives. Donc je vous invite à consulter ça. Et puis surtout ce que je voulais mettre en évidence, c'est que en général dans les recherches participatives qui fonctionnent bien, il y a un cercle vertueux qui se met en place. C'est-à-dire que la recherche alimente des pratiques qui sont déjà là et puis pour lesquelles les gens ont de l'intérêt. Et puis les pratiques se développent.
ces pratiques qui se développent là, ça vient alimenter la recherche pour une meilleure compréhension du système éducatif. Et puis ça vient positionner les chercheurs aussi par rapport aux croyances qu'on peut avoir sur comment il faut enseigner, sur comment il faut apprendre. Ça peut, des fois, ça peut brasser un peu, comme on dit, comme on dit au Québec. Mais voilà, on fonctionne sur des processus itératifs comme ça, ce qui fait que régulièrement on a des petites récoltes qui se passent et puis où on voit des choses qui sont intéressantes. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de développer ce type d'approche. Je vous ai laissé dans le diaporama une petite bibliographie pour introduire ça sur la base de ce que j'ai cité dans le diaporama. Puis si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me solliciter. Et si vous voulez le diaporama, vous pouvez flasher le petit code là et puis la voir. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Nous avons une petite quinzaine de minutes pour les questions. Bonjour, merci Loïc pour cette présentation que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup parlé, notamment quand tu as évoqué parfois les incompréhensions entre chercheurs québécois et chercheurs français sur les appellations des différents types de recherche, parce que j'ai été souvent confronté à ça avec des collègues, et donc ça m'a beaucoup parlé. Et il y a quelques années, j'ai essayé, sans doute très maladroitement, de mener, alors par rapport à ce que tu as dit, une recherche participative avec des enseignants de terrain sur des problématiques liées à l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au collège plus particulièrement. Et j'avais très à cœur dans ce projet justement de travailler sur un point que tu as mis en avant, qui est se mettre à égalité entre le chercheur et l'enseignant de terrain. Alors j'avais mis en place tout un dispositif qui avait vocation à favoriser cette égalité. On est au même niveau, il n'y a pas quelqu'un qui est en surplomb, quelqu'un qui est en dessous, etc., etc. Et donc j'avais bon espoir d'y arriver jusqu'au moment où j'ai fait avec les collègues qui étaient dans l'aventure un entretien final et où on a échangé et où finalement elles m'ont dit, puisque c'était que des femmes, oui, mais quand même, toi, tu es le chercheur. Oui, mais quand même, toi, tu es le chercheur. Oui, mais quand même, toi, tu es le chercheur. Et alors, pour moi, ça a été un grand moment de désarroi et de déception, parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais essayé de faire pour être au même niveau qu'eux, finalement, n'avait pas complètement enlevé les barrières ou voilà, des choses. Et donc, je voulais savoir si tu avais des conseils, par exemple, à donner pour favoriser justement le fait de pas se retrouver à la fin avec le constat que malgré tout, même si on est au même niveau, il y a quand même une différence. Ouais. Voilà. Peut-être deux éléments. C'est vraiment une bonne question et puis c'est un peu le cœur du problème. Faut savoir que dans les travaux qui formalisent des recherches participatives, là, le point de vue sur les symétries, asymétries et tout ça est très très varié d'une approche à l'autre. Hein. Alors évidemment, il y a personne en recherche participative qui pense qu'il faut une organisation pyramidale avec le chercheur qui est au-dessus. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une mise à égalité, une mise à plat, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Puis ça, c'est une vraie question. Et moi, ma position par rapport à ça, c'est que c'est pas une horizontalisation des rapports vraiment. Moi, quand je suis dans un projet de recherche avec des enseignants, je me considère pas comme meilleur qu'eux ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, je sais qu'il y a des trucs que je sais faire que eux ils savent pas faire, et puis je sais aussi que eux ils savent faire plein de choses que moi je sais pas faire. Et j'insiste plus sur le côté complémentaire comme ça. Et tu sais, d'un point de vue pratique, c'est quand on va sur la question de toutes les questions qui touchent à la connaissance des élèves, à comment est-ce qu'on opérationnalise une idée quand on est face à des élèves spécifiques dans un contexte spécifique. Là, les personnes qui ont les clés, c'est les enseignants qui connaissent leurs élèves. Hein. Puis on est d'accord qu'il y a des choses qui se ressemblent un petit peu d'une classe à l'autre, mais je pense qu'on est tous d'accord aussi sur le fait qu'il y a des spécificités. Et donc ça, tu vois, pour moi, on peut pas attraper ça en recherche facilement sans avoir l'expertise des enseignants par rapport à leurs élèves ou l'expertise des conseillers pédagogiques par rapport aux enseignants qui sont sur le territoire sur lequel ils font de la conseillance. Donc, tu vois, l'égalité, j'y crois pas trop, moi, parce que de toute façon, on sait bien qu'on est tous là pour des raisons différentes. Et puis, dans une recherche, c'est sûr que le chercheur, il a un petit peu plus d'intérêt que les autres tout le temps parce que c'est son travail, quoi. Mais sur le fait que chacun est expert de quelque chose et que chacune de ces expertises-là est essentielle et tout aussi valable
pour avancer dans la recherche, ça c'est important. Donc c'est plus là-dessus moi que je mise quand on travaille sur ces questions-là. Oui, alors bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et surtout la comparaison des deux terrains, enfin des deux pays. J'ai une petite question sur les arrière-plans théoriques. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait des arrière-plans théoriques et méthodologiques plus adaptés au type de recherche? Je pense par exemple pour la recherche-intervention à l'ergonomie. Enfin, je pense à ça par exemple, ou à la théorie instrumentale de Rabardel avait l'idée pour la recherche-développement de produire un artefact qui va être soumis à expérimentation par les acteurs qui vont pouvoir procéder à une conception continue dans l'usage, voilà. Ou on peut penser à l'ethnographie aussi, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a, d'après toi, des arrière-plans comme ça théoriques qui s'adaptent mieux que d'autres à ce type de recherche? Ben, en fait, ça va pas être d'après moi, ça va plus être d'après la littérature que je connais, mais en fait, on pourrait se dire comme ça que oui, on pourrait être dans la genèse instrumentale et tout ça, puis que ça collerait assez bien. Mais dans les pratiques, dans les recherches-développement, les modèles qui sont mobilisés d'un point de vue théorique, c'est plus des modèles de l'objet que des modèles du processus. Donc, quand les gens développent un dispositif sur l'enseignement de la géographie, le modèle d'arrière-plan, ça va pas être la genèse instrumentale, ça va être le modèle savant géographe qui est posé. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe en général. Mais il y a quand même quelques travaux qui se situent dans le champ de l'ergonomie où on voit souvent des références à la genèse instrumentale dans la perspective vygotskienne ou des choses comme ça. Mais la première approche, c'est quand même le modèle savant et puis les connaissances savantes qu'il y a sur l'objet ou l'enjeu d'apprentissage, on va dire. Bonjour, donc merci Loïc, merci pour cette présentation. Donc je rejoins les collègues sur les remerciements. Donc sur ce point de connaissance, sur une conception québécoise, comme tu disais, des recherches que Liliane Pelletier, notre collègue ici, dit avec, recherche avec, c'est une expression extrêmement intéressante aussi. Pour ma part, moi je viens de l'analyse de l'activité humaine, donc ça fait quelques années qu'on réfléchit sur la recherche-intervention. Et parmi les questions que l'on se pose, donc en effet, dans ce que disait Stéphane, si j'ai bien retenu son prénom, on ne peut pas parler d'égalité. On est face à des communautés différentes. Donc, en ce sens, on ne peut être que complémentaire. Et donc, en effet, nous, pour notre part, on ne cherche pas l'égalité, mais on cherche à faire du gagnant-gagnant. Hein, on est dans cet espace-là. Et je parle de communauté à bon escient, dans le sens où une communauté est une communauté linguistique, donc avec ses significations, ses usages. Et il me semble que la communauté de chercheurs a des significations et des usages qui ne sont pas ceux de la communauté de professionnels cibles. Du coup, il y a tout un enjeu sur ce qu'on pourrait appeler un espace interfaciel à créer entre ces deux communautés où on ferait du gagnant-gagnant. Et du coup, je voulais t'entendre toi là-dessus, c'est-à-dire comment tu penses la création de cet espace, peut-être une négociation d'un objet interfaciel où on se retrouverait sur les significations, de sorte à ce qu'on puisse créer un dispositif qui soit utile pour la communauté, donc transformatif, avec des effets de développement, etc. Mais également utile pour nous chercheurs, dans le sens où on aurait des avancées épistémiques, c'est-à-dire qu'on produirait des savoirs scientifiques en ce qui nous concerne. Donc comment tu le penses, comment tu le vois? Merci à toi. Merci pour la question. Peut-être avant de dire comment moi je vois les choses, c'est vraiment une question qui est polarisante dans les recherches participatives, ça. Puis il y a des approches où on considère que l'égalité doit être un préalable. Si vous prenez, allez lire ce que l'équipe du CREAD rédige sur les ingénieries coopératives. En ingénierie coopérative, quand on fait de l'ingénierie, on n'est pas chercheur, enseignant, on est ingénieur dans l'ingénierie et puis on fait tous la même chose. Et puis donc il y a quand même cette position-là qui peut parfois être présente. Par rapport à la question que vous posez là, moi je trouve intéressant la réflexion qui a été développée par les tenants des approches collaboratives à la Dégagné, là, où il y a vraiment une réflexion qui se pose sur comment est-ce qu'on rend, il parle de double vraisemblance en fait des recherches, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend une recherche intéressante pour tout le monde.
Puis là encore, il y aurait comme deux approches. Et puis celle que vous évoquez, moi je la mets d'un côté, puis il y en a une autre qui est plus vers celle laquelle moi j'aimerais tendre. Mais le premier côté, c'est on se dit bah, qu'est-ce que chacun va trouver là-dedans. Puis on peut se dire bah oui bon donc on réfléchit sur des situations éducatives. Moi, je suis chercheur, mon travail, ça va être de développer des connaissances sur l'éducation. Puis lui ou elle est praticien et enseignante. Elle, ce qu'il faut qu'elle développe, c'est des gestes professionnels pour pouvoir accueillir ses élèves. Puis donc, on peut chacun trouver notre compte comme ça. Donc ça, c'est un peu une approche. Puis je pense que d'un point de vue pragmatique, elle fonctionne assez bien, cette approche-là. Et moi, ça m'arrive dans les recherches d'avoir ce type d'approche-là. C'est-à-dire, quand on réfléchit avec les enseignants, si à un moment, ils me disent, bah, est-ce qu'on pourrait pas aller par là? J'essaie de réfléchir à comment moi, je pourrais en faire quelque chose en développement de connaissances et puis vice-versa. Après, il y a l'approche à la dégagnée où on va réfléchir à ce qu'on va créer ensemble pour créer ensemble un objet qui soit vraisemblable pour tous. Et donc là, on n'est plus sur, en tant que chercheur, qu'est-ce que je vais chercher, et puis en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je vais, ou n'importe quel acteur des milieux scolaires, qu'est-ce que je vais en tirer. On est sur quel type de connaissances on développe pour qu'un même énoncé de connaissances et soit vraisemblable et intéressant du point de vue de la recherche et du point de vue de la pratique. Et c'est super intéressant parce que pour le coup, on réfléchit à qu'est-ce qu'on génère comme type de connaissances, et puis ces connaissances-là, de quelles caractéristiques on doit les doter pour que elles intéressent simultanément les deux, et puis pas nécessairement parce qu'ils ont des préoccupations différentes, mais parce que la connaissance est intéressante pour comprendre un phénomène. Et j'aime bien cette approche-là, mais par contre, elle est dure à mettre en pratique. Et puis, moi, j'ai conscience que dans mes travaux, j'ai de la difficulté à opérationnaliser ça, alors que je suis plutôt sur des travaux qui sont de nature évaluative, où à la fin, je dis voilà ce que ça provoque chez les élèves, et puis voilà ce qu'on peut repérer en évolution conceptuelle, en développement. Donc, ce serait plutôt plus facile à faire que dans d'autres domaines, mais déjà, c'est difficile dans ce cadre-là. Donc là, c'est vraiment une bonne question. Et puis j'ai pas de réponse définitive et puis fermée là-dessus parce que c'est très complexe. Très bien. Une dernière question. Oui, merci beaucoup. Vous avez abordé la question très intéressante des asymétries. Oui. Et c'est une question qui a été abordée un peu hier. Quand on est dans la marge, on sort de l'idée d'inégalité et on assume l'asymétrie. Et dans ce cas-là, on voit très bien comment toutes ces recherches que vous avez, ces dispositifs de recherche qui ont des points communs, le problème du rapprochement. Hein, à chaque fois, le titre, c'était « Il faut se rapprocher ». Donc, rapprocher les chercheurs, les praticiens, rapprocher du terrain. Il y a toujours cette question. Et moi, je travaille actuellement en géographie de l'éducation. Je m'intéresse aux approches proxémiques. C'est-à-dire, est-ce que vous intégrez toute la question de ce qui est proche et de ce qui est loin, c'est-à-dire les distances, les proximités. Donc il y a tout un tas de recherches autour des approches proxémiques où il y a des réglages à faire parce qu'on croit qu'on est à côté, on est proche, et puis en fait on n'a pas le même langage. Au contraire, on est loin, et là vous avez montré souvent des dispositifs d'école à distance, d'école numérique, d'école en réseau, où c'est la distance qui met la proximité. Tout à fait. Hein. Et là, ça devient très intéressant. Parce que je pense qu'en éducation, là, on a des choses à travailler. Donc, la question, c'était, est-ce que vous intégrez dans vos recherches, ou vous connaissez des équipes qui travaillent sur ces questions d'approche proxémique, de ce qui est proche et de ce qui est loin, et notamment avec le numérique? Ouais. Les approches proxémiques dans le sens que vous évoquez, là, je suis pas certain, mais par contre, dans beaucoup des recherches que j'ai évoquées là, et puis de celles qui sont menées dans mon équipe, il y a des réflexions sur des dispositifs d'accompagnement des pratiques des enseignants. Puis là, ils fonctionnent beaucoup avec une approche historico-culturelle, et puis donc avec l'idée de petits pas en avant, et puis de zone proximale de développement. Donc là, cette distance, enfin cette idée de distance réelle ou imaginée en termes de compétences, en termes de langage, elle est prise en compte, et avec l'idée que on fait un pas à la fois plutôt que de faire des sauts quantiques entre deux éléments. Mais c'est plus la perspective vygotsienne que l'approche proxémique à proprement parler. Mais par contre, c'est important, ouais. Et on le voit dans l'appropriation de nouvelles manières de faire en classe, en fait, quand on réfléchit le projet dont je vous parlais à la toute fin là sur l'enseignement à l'extérieur, on fait des suivis de
d'enseignants qui se retrouvent dans ces milieux où on les encourage à aller beaucoup dehors, là. Et puis la question des distances, quand ils commencent par sortir, ils commencent par sortir pour aller dans une classe extérieure, ils vont pas à 20 km en raquette, hein. Donc, on voit que tant la distance physique que la distance entre la pratique qu'on vise et puis ce que l'on fait est importante dans ce cadre-là. Très bien, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup Loïc. On va essayer de rester dans le timing. C'est bon.